Prenez un classique Disney des années 90, une comédie musicale de Broadway, une grosse louche de South Park pour les gros mots et de comédie avec Seth Rogen pour les blagues olé olé, ainsi que quelques cuillères à soupe d'animés de baston et de romances LGBT. Rajoutez à ça un character design à mi-chemin entre Tim Burton, un OC DeviantArt et la mode des années 30, mélangez tout ça et paf, ça fait Has Been Hotel, l'un des plus grands succès issus de l'animation indépendante qui a battu des records d'audience sur Amazon Prime Video, la même plateforme connue pour des hits comme Invincible et The Boys. Et waouh, j'ai rarement vu un cartoon attirant autant d'obsession, aussi bien pour être acclamé que détesté. Pour certains, c'est une cavalcade de beauté et d'émotion avec des chansons mémorables et une animation splendide. Pour d'autres, c'est juste un étalage de vulgarité embarrassant et pas drôle. Pour certains maboules, c'est une tactique de Jeff Bezos pour vendre du satanisme aux enfants. Et pour certains youtubeurs, c'est une source de business consistant à faire 40 000 vidéos expliquant pourquoi sa créatrice, Vivienne Medrano, alias Viv Zipop, est la pire artiste et être humain ayant jamais existé, en plus d'avoir brûlé leur village et massacré leur famille. J'ai déterminé qu'il y a 4 points sur lesquels les fans et haters se disputent le plus. Le style graphique, l'humour à base de grossièreté, comment le cadre et le propos fonctionnent ensemble, et enfin, la consistance de son univers et scénario. Bonjour toutes et à tous, ici Eric Moderne, et en tant que pauvre mec random sur internet qui aime les dessins animés, on va voir si toutes ces controverses sont méritées ou pas. C'est parti. Salut les enfants, alors Papa Noël et ses reines ils se sont viandés contre un drone au-dessus du Yémen, donc c'est tonton Hermite qui y remplace. On commence par toi gamin, alors dis-moi, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je pourrais avoir la Nintendo Switch 2 avec Mario Kart s'il te plaît? Le mon petit, tiens, voilà pour toi. Mais c'est pas du tout ce que je voulais. Cette vidéo est sponsorisée par Oli. Cette barbe est vraiment nulle. Oli, c'est plusieurs gammes de boissons en poudre, sans sucre, pour vous hydrater avec saveur. Vous avez la gamme énergie donnant un petit boost de caféine, idéal pour les gamers comme toi, gamin. Il y a même des animaux cool sur l'emballage, comme le requin en fraise mandarine, la pigargue citron framboise, et juste pour Noël, le sanglier pomme au four. Mais je suis un enfant, la caféine c'est pas bon pour moi. T'en boiras quand tu seras grand. Hein. Suivant. Moi, j'aimerais un set de Lego pour assembler un café français, le genre qui sert des croissants, des cupcakes, du thé, Du thé? Mais bien sûr, mon enfant! Non, mais c'est de ma faute, j'aurais dû m'y attendre. Vous avez la gamme Iced Tea, ou thé glacé, mélangeant le parfum du thé et d'autres saveurs stylées comme citron miel, Bob l'éponge et Winter Punch, parfum vin chaud. Approprié pour la fin de l'année. Suivant! Alors, qu'est-ce que tu veux, mon... petit... Bismillah, prends un milkshake. Et oui, Oli, c'est aussi de délicieuses boissons lactées et crémeuses à savourer bien frais en admirant des animaux mignons comme l'alpaga vanille, la fraise axolote et l'adorable reine au nez rouge de Noël et son parfum spéculoos. Ah, le lait et les biscuits spéculoos, c'est vraiment le meilleur combo. T'es pas d'accord? Oui, j'aime bien. Pardon? Je disais... Utilisez le code Hermite pour 10% de réduction et Hermite5 pour 5% de réduction lors de votre première commande dès 15 € d'achat. Lien dans la description. Et n'hésitez pas à prendre des méga packs pour Noël à des prix réduits, comme le Christmas Mega Pack avec les 3 saveurs et 3 shakers, ou le Starter Set Deluxe avec le grand thermo shaker. Joyeux Noël avec Oli, promotion et lien dans la description, et surtout, bon visionnage. Ça glisse tout le temps. Petit résumé rapide, Has Been Hotel, c'est l'histoire de Charlie, fille de Lucifer et princesse des enfers, qui essaye à travers un hôtel de réhabiliter des âmes damnées afin qu'ils puissent aller au paradis, évitant ainsi de se faire annuellement exterminer par les anges qui ont peur que trop de démons mènent vers une surpopulation et une rébellion. Charlie est aidé par sa fidèle petite amie guerrière Vaggie et Alastor, le démon de la radio, un être sournois et puissant appartenant à l'ordre des seigneurs suprêmes des enfers ou Overlord. Ensemble, ils vont essayer de mener à la rédemption divers pêcheurs comme Angel Dust, une star des films de boules addict à la coke, le savant fou belliqueux Sir Pentious, et plein d'autres personnages excentriques et dysfonctionnels lors d'aventures pleines de violence, de gros mots et de beaux sentiments avec 2 chansons par épisode. Parce que oui, c'est une comédie musicale en fait. Vous vous souvenez du moment dans South Park le film où Satan faisait une belle chanson de princesse Disney pleine d'espoir? Eh ben c'est ce concept, mais extrapolé sur 16 épisodes et bientôt plus parce que c'est un méga carton.
La conceptrice de cette série, Viv Zipop, a acquis depuis 2012 une sacrée célébrité sur internet en tant que dessinatrice grâce à sa chaîne YouTube et son webcomic Zoophobia. Petit à petit, avec le soutien financier de ses fans et l'aide d'autres artistes, elle a pu produire en indépendant l'épisode pilote d'Has Been Hotel dans l'espoir qu'une société de production en fasse une série entière. Sorti le 28 octobre 2019, le pilote a amassé à ce jour le score vertigineux de plus de 120 millions de vues, attirant ainsi l'attention en 2020 de la société de production A24, le studio derrière d'autres hits indépendants comme Hérédité, The Lighthouse ou Everything Everywhere All at Once. La série avait déjà énormément de fans avant la saison 1 en 2024, mais là, ça ne fait que grandir et grandir et grandir et devenir ainsi une franchise à succès. Et qui dit succès dit aussi forcément haters pour contrebalancer. C'est là qu'on passe aux points sur lesquels les gens ne sont pas d'accord. Has Been Hotel a un style graphique extrêmement reconnaissable. Il y a une palette dominante composée de différentes nuances de rouge, blanc, noir et jaune, vraiment les couleurs les plus utilisées par la série, ce qui fait que quand un personnage utilise d'autres couleurs vibrantes comme le bleu néon ou le vert fluo, c'est très remarqué. Un choix de couleurs qui véhicule aussi l'aspect infernal et démoniaque de l'univers et ses habitants, contrastant avec la palette dominante pour le paradis et les anges, contenant plus de blanc, de bleu et d'or, avec des tons plus doux et pastels. Une palette de couleurs qui reflète les goûts esthétiques de Viv Zipop et un feeling qu'on peut qualifier de singer l'émo-gothique alternative années 2000. Regardez comment je suis fan de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et je dis ça avec la plus grande bienveillance. C'est une esthétique très distincte et qui me rend un peu nostalgique personnellement. Mais à ce style se greffent aussi différentes modes vestimentaires populaires à travers la fin du 19e siècle et le début du 20e. L'enfer et ses habitants vivent dans une anachronie fashion. T'as l'impression d'être au New York ou Chicago des années 30 avec des costards cravates et fedoras de mafieux façon Al Capone, ou des gens en gilet nœud papillon, genre croupier de casino, barman, serveur de cabaret, ce genre de choses. Mais t'as aussi des gens qui sortent une représentation de Hello Dolly, ou du Londres époque Jacques l'Éventreur, avec des grands chapeaux à plumes, des hauts de forme, ou même un look steampunk. T'as aussi des pimps funky 70s, ou des punk rockers années 80 dans le coin, mais voilà, ça sent un peu plus le vaudeville et le swing dans cet enfer. Mais un point sur lequel les haters insistent, c'est que le design et la silhouette des personnages est trop souvent la même. A priori, tout le monde dans cette série est une bande de maigrichons élancés et dégingandés, gaulés comme Jack Skellington, toujours l'influence de Tim Burton, aux grands yeux méchants, de grandes dents de carnassier blanc ou jaune, et des grosses têtes arrondies finissant en menton pointu. Combiné à la palette de couleurs dominantes, en gros, tout le monde dans cette série ressemblerait à une variation d'Alastor. Voilà. Tu veux dessiner ton propre personnage dans le style Has Been Hotel ? Eh bien voilà, prends cette silhouette et éclate-toi. Je comprends un peu les reproches, mais honnêtement, je trouve ça un peu exagéré. Premièrement, c'est juste évidemment pas vrai. Voilà, il y a des persos petits, ronds, trapus, velus, musclés, humanoïdes, animaux. C'est juste Internet, comme d'habitude, qui déforme tout jusqu'à l'exagération grotesque. On passe d'une remarque raisonnable, genre, il y a quand même des traits et des éléments de design qui reviennent souvent, à, c'est les mêmes personnages tout le temps. Et deuxièmement, même si c'est vrai que les personnages ont des éléments de design récurrents, les dents, les yeux, les membres fins, tout ça, je trouve que c'est un peu une réussite en vrai en termes d'identité stylistique et marketing. Ça veut dire concrètement qu'il y a un style indéniable Has Been Hotel reconnaissable d'entre mille. On se fout de la gueule des fans de Sonic ou Mon Petit Poney parce que c'est très facile de reprendre la vague silhouette des personnages comme base pour créer son personnage original, ne pas voler s'il vous plaît. Mais ça veut dire aussi qu'il y a un look caractéristique à ces franchises qui inspire les fans et rend la communauté active, cherchant à participer à cet univers en dessinant leur propre personnage, juste en respectant quelques critères simples à comprendre. Has Been Hotel a réussi à avoir une imagerie et une esthétique tout à fait iconique. Maintenant, quand je vais en convention, dès que je vois quelqu'un en veston rouge, un nœud papillon noir, je pense soit à Has Been Hotel, soit à Helltaker, soit à quelqu'un qui a perdu son livret A au blackjack. Moi, mon humble point de vue sur le sujet, c'est que je félicite Viviane Medrano et son équipe d'artistes pour leur bravoure de faire un cartoon américain humoristique pour adultes qui apporte une innovation audacieuse dans ce milieu, être pas moche. Oh Calvin, je vois que tu regardes un cartoon US comique pour adultes. Tu sais qu'artistiquement, tous les cartoons US comiques pour adultes se divisent en deux écoles, les Griffin ou South Park. Brickleberry, Griffin. Aquatine Hunger Force, South Park. Big Mouth, Griffin. Drown Together, South Park. Et bien qu'ils soient à l'origine du style portant son nom, les Griffin descendent de la proto-catégorie Simpson. Aussi Calvin, j'ai menti.
Il existe une troisième catégorie secrète, moins hideuse, qui s'appelle Rick et Morty. Je pense à Solar Opposite, Star Trek Lower Deck, Inside Job... Ok, j'exagère, mais juste, ça fait du bien de voir un cartoon adulte qui essaye d'être plus proche de la variété, beauté, mise en scène et vivacité d'un cartoon familial ou d'un Disney que les sitcoms animés caricaturaux tout rigides et plats avec des persos en vue de 3/4 mais qui bougent comme s'ils étaient de profil, enfin, vous voyez le genre d'esthétique dominante quoi. Il y a aussi des débats sur les personnages d'Has-Been Hotel autour de questions comme la représentation de personnes racisées ou la diversité de corps, mais je garde ça pour mon live post-chronique où je partagerai plus de réflexions et analyses sur Has-Been Hotel dans la date indiquée à l'écran sur twitch.tv/ericmoderne. Enfin voilà, peut-être qu'effectivement ça manque un peu de gens mastoc et rondouillards en comparaison de l'armada de Twink Family, mais hey, c'est une série qui aime parler de cul, peut-être que Vive Zip Hop montre juste qu'elle a un gros point faible pour les Twinks. En parlant de cul... C'est vraiment la critique la plus courante sur Has-Been Hotel, que c'est pas drôle et que c'est juste des gros mots et du cul. Voire même que c'est pas drôle parce que c'est juste des gros mots et du cul. Pussy, fucking bitch, fucking fuck, big dick, fucking bitch, fuck you, fucking bitch. Vive Zip Hop défend son style humoristique en déclarant sur la poubelle en feu d'Elon Musk qu'elle n'y peut rien, qu'elle est très influencée par South Park et les comédies de Seth Rogen, et qu'il faut savoir apprécier un bon fuck bien placé. Alors, bon, j'aime bien South Park, et j'aime plusieurs comédies avec Seth Rogen, surtout ceux produits avec Judd Apatow comme Super Grave ou En Cloque Mode d'Emploi. J'ai même trouvé sur cette partie assez divertissant, malgré des défauts évidents. J'aime beaucoup The Boys et je m'éclate devant Panty Stalking, un des animés les plus débiles et bas du front existants. Stalking, vous êtes en état d'arrestation pour avoir enfreint le code de la route comme une salope et tenté de fuir comme une grosse connasse. Donc non, je ne dirai jamais que les fesses et les vilains mots sont un détriment à l'humour. Je rigole pas trop devant Has-Been Hotel, ceci dit. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. En fait, c'est pas que je trouve ça activement gênant, ou cringe, ou que sais-je, c'est pas un problème ça, c'est juste que il y a tellement de gros mots et d'allusions cochonnes à la minute quand les personnages parlent, tout se mélange dans mes oreilles sous forme d'un bruit sourd que mon cerveau refuse de décrypter. Je deviens en fait le même de Homelander inexpressif qui se dissocie devant un film. Vu que Vive Zip Hop est fan de South Park, parlons-en. Dans l'épisode 1 de la saison 5 de South Park, les garçons doivent empêcher le mot merde d'être répété trop souvent à la télé pour éviter une catastrophe. Il y a même un compteur montrant que le mot a été dit 162 fois dans l'épisode, environ une fois toutes les 8 secondes. La morale de l'épisode, c'est que dire merde, ça peut être marrant, mais le dire trop souvent, ça enlève son impact. Bref, à trop dire merde, on s'emmerde. Je sais qu'on est en enfer, que les personnages sont censés être des pêcheurs pétris de défauts, mais au bout d'un moment, faut varier. Qu'Angel Dust soit super vulgaire, ok. Cadence, censé pourtant être un ange, soit vulgaire parce que l'idée, c'est que son statut de premier homme est tourné en dérision pour en faire un stéréotype satirique de bro, beauf, obsédé, crasseux et misogyne. Ok. Genre, c'est le 5e date et elle s'attend encore à ce que tu l'invites alors que toi, t'es genre « Hey, mais je croyais que t'étais pour l'égalité !» Mais Charlie, l'innocente et pure princesse tout sucre tout miel. Après, ça peut être trop drôle si elle dit un giga gros mot qu'une fois par saison, parce que ce serait justement un acte inattendu de sa part, contrastant avec son identité. Mais je suis allé sur Reddit, oui je sais ça commence mal, je suis allé sur Reddit et quelqu'un, Watamelon, a compté toutes les fois où les personnages importants disent une vulgarité. Sur la saison 1, Charlie a balancé 20 jurons, dont 12 fuck. Pour ce personnage-là, bah c'est un peu beaucoup, je trouve. Et pour ceux que s'intéressent, Angels84 et Adam86. Mais voilà. Le même réditeur prétend qu'il y aurait un total de 416 jurons sur toute la saison 1. Alors peut-être même plus, je sais pas, mais j'ai décidé de lui faire confiance avec ma vie. On va être approximatif, on va dire 8 épisodes fois 25 minutes égale 200 minutes, donc 416 divisé par 200, ça fait environ 2,08 jurons par minute. Vous comprenez maintenant un peu mieux pourquoi je calcule plus et pourquoi d'autres font des blagues à base de tel film ou série si c'était écrit par Vive Zip Hop. Bonjour à putain de toutes et de tous, bande de sales mangeurs de smegma mal baisés au réveil, ici l'ermite putain de moderne. Dans cette chronique de mes couilles, on va parler d'un jeu mignon pour baltringue et fils de pute par ces gros enfoirés de chez Nintendo qui s'appelle Animal putain de Crossing New Leaf ta mère pour la 3DS de mon cul. Je veux dire bordel de merde, regardez ce putain de chien, il joue de la putain de guitare. C'est cocasse, j'aime bien. N'hésitez pas aussi à voir ma vidéo sur Pokémon où je vous dis encore plus de gros mots comme chiasse, trou de balle ou un lince oral.
Il y a d'autres choses à dire sur l'humour d'Azbin Hotel, qu'il peut parfois marcher sur les pieds des moments émotionnels importants. Mais ça aussi, je garde ça pour mon live post-chronique sur Twitch, date à l'écran. En fin de compte, je trouve les grossièretés dans Azbin Hotel inoffensives. Ouais, elles m'empêchent pas d'apprécier le reste, comme l'animation, les chansons et ses thèmes sur le pardon, la justice et la rédemption. Même si c'est pas parfait à ce niveau-là non plus. Azbin Hotel véhicule un propos, un message qui est à la fois propulsé et compromis par son cadre. L'enfer et le paradis face à face lors d'un affrontement moral, éthique et guerrier. La série veut nous parler des personnes marginales, incomprises et défavorisées, les malchanceux de la vie qui n'ont aucun droit, aucune voix et sont juste bons à se faire piétiner et déshumaniser par les puissants, ou diaboliser plutôt, figurativement et littéralement. Et Charlie est censé être cette guide, ce moteur de changement social, à l'écoute des besoins de son peuple en faisant face au pouvoir établi, à travers des actions militantes. Ma mère ne voulait pas de violence, elle rassemblait les pêcheurs, elle manifestait pacifiquement, il n'était pas question de sang. Ou des actions militaires, d'autodéfense, hein, je précise, parce que ils font le génocide là en face, donc faut pas se laisser faire non plus, hein. On déduit donc que le paradis, dans cette histoire, c'est à la fois l'accès vers le bonheur et la mobilité sociale, l'échappatoire vers une vie meilleure, loin du ghetto sordide et malfamé qu'est l'enfer, mais aussi le bastion de l'oppression, de l'hégémonie, de la domination des soi-disant gens bien, bon chic, bon genre et propres sur eux, qui imposent leurs critères injustes et excluants aux gens de littéralement en bas, des chanceux de la vie à la pureté hypocrite, soucieux de perdre leurs privilèges et le monopole du bonheur et du confort aux mains de chiens des rues et miséreux. Alors je sais qu'il y a des gens sur internet qui vont être style « Oh là là, une histoire où les ténèbres et les démons sont gentils et les anges et la lumière sont méchants, mais comme c'est original !» Alors, c'est peut-être surfait en ce moment, mais je trouve que ça manque un peu de recul et de contexte historique. Quand on voit toutes les horreurs du style guerre et génocide qui ont été et sont faits en ce moment au nom de la religion depuis des millénaires, quand on voit comment les religions organisées et centralisées se sont mêlées au pouvoir pour surveiller et punir la population à travers des méthodes comme la chasse aux sorcières ou l'inquisition, et quand on voit comment aujourd'hui il existe toujours des extrémistes et fondamentalistes proches du pouvoir qui s'activent à censurer la culture et opprimer, voire éradiquer diverses catégories d'êtres humains au nom de Dieu, bah désolé, mais je trouve qu'un petit demi-siècle environ de romans fantasy, films, télévision et jeux vidéo avec des anges méchants et une église maléfique, ben c'est de bonne guerre, et ça pèse pas bien lourd. Donc oui, je visualise pourquoi Viv Zip-Hop et son équipe voulaient faire des habitants de l'enfer, sous forme d'un pied de nez, des marginaux que les institutions cherchent à diaboliser, mais qui pourtant méritent autant d'amour, de sympathie, de compréhension que quiconque. Les alcooliques, les drogués, les travailleurs dans les industries du sexe, etc. Je visualise aussi pourquoi ces personnages LGBT+, qu'elle aime et met en avant dans son histoire, sont tous des habitants de l'enfer. Qu'importe s'ils sont des protagonistes comme Angel Dust ou le couple Charlie et Vaggie, ou des antagonistes comme le couple Vox et Valentino. Bon alors, c'est un peu malheureux en termes d'implication et de perception publique que les personnages LGBT soient tous en enfer au même titre que les psychopathes, les meurtriers et les cannibales, qui sont d'ailleurs tellement nombreux qu'ils ont leur propre quartier. Genre c'est comme les Chinois à Chinatown, il y a un Cannibal Town, d'accord, c'est une ethnie. Mais en toute bonne foi, je comprends l'idée. Si les anges nous disent qu'être LGBT, c'est démoniaque, bah écoute, fuck les anges, hein, enfilez vos cornes de diable et let's go la rébellion. Let's go lesbians! Let's go lesbians! Excuse me, lesbians coming through! Watch out! En théorie, c'est très bien. L'ennui, c'est que les symboles et la charge historique, les précédents, peuvent parfois dépasser le message qu'on veut faire passer en les utilisant. Donc du coup, si tu veux faire une histoire qui dit « fuck les anges, fuck le paradis, ils veulent pas qu'on existe, ben on va pas se laisser faire », mais que en même temps, tu fais aussi une histoire qui dit « nous devons aller au paradis, c'est là que se trouve la rédemption pour nos âmes damnées, nous devons devenir de meilleures personnes pour être acceptés au ciel », bah ça va pas toujours bien ensemble. Ouais, l'enfer c'est juste une grande ville remplie de personnages loufoques qui essayent juste de survivre et vivre leur vie ici. Sauf que c'est aussi une punition pour les âmes d'humains qui ont commis des actes atroces de leur vivant et perpétuent ce mal ici-bas avec du crime organisé, des guerres de territoire et des médias de masse manipulateurs. Et la plupart des habitants de l'enfer aussi, qu'on voit en tout cas, sont des barjots belliqueux, de véritables pêcheurs assumés qui se prennent pour des joueurs de GTA grandeur nature.
Pourquoi Charlie aime cet endroit déjà? Ouais, le paradis, c'est rempli de connards qui nous massacrent par millions régulièrement. Mais en même temps, le paradis, c'est bien, on devrait tous aller vivre là-bas et y envoyer nos âmes plutôt que de rester dans cet enfer pourri. Et puis, certains anges au paradis n'étaient pas au courant, donc en vrai, on peut encore discuter, non? Mais le paradis, c'est des salauds de tuer autant de gens innocents qui n'ont rien fait de mal dans leur vie parce qu'ils ont juste peur d'une insurrection. Sauf qu'on parle de l'enfer qui est premier degré rempli de monstres assoiffés de sang, de tortionnaires cruels et de dictateurs en devenir qui rêvent de conquérir le paradis et tuer tout le monde. Genre ce qui se passe dans la saison 2. Je rappelle encore que les cannibales ont un quartier rien que pour eux. Ils sont tellement nombreux que c'est un peuple, en fait. Et c'est pas que des chats barman et des tarentules gay rigolos, en fait, là-bas. Hein. Ouais, mais le paradis, ils sont méchants, ils tuent des enfants. Casse-toi tout de suite, allez! D'accord, qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce que cet enfant a fait pour être là? C'est un cannibale lui aussi? Ou c'est l'enfant d'un couple du coin? On peut faire des bébés en enfer, c'est possible? Bon, vous savez quoi? On va attendre le point 4 pour ça. Ce que j'essaie de dire, c'est que si certains sont sensibles aux intentions de Lizzy Pop et son équipe, d'autres trouvent qu'il y a une dissonance gênante entre ce que la série veut dire et comment elle se présente. Certains, par exemple, pensaient que Zootopie n'était pas une allégorie idéale pour parler du racisme et de la discrimination, parce que tu peux pas tracer un parallèle parfait entre les tensions sociales de la vraie vie et le rapport prédateur-proie du dessin animé. Les proies ont une raison pas totalement irraisonnable d'avoir peur d'être à côté de lions, tigres ou renards, parce que ils ont des dents et des griffes et une longue histoire de manger de la viande, alors que le racisme dans la vraie vie n'a aucune base ni justification logique, scientifique, biologique ou historique. Après, à la fin du film, les enfants comprennent quand même que c'est pas bien de juger les gens sur leurs différences, leurs apparences ou les clichés qu'on leur associe, donc mission accomplie. Mais voilà, il y a une petite dissonance entre ce que le film veut dire et comment le monde du film est. Pour pas mal de gens, Hazbin Hotel, c'est le même souci que Zootopie, mais puissance 10 000. Avec ces démons horribles, mais qu'on est aussi censé aimer, et ces anges responsables d'atrocités, mais qui sont aussi juste naïfs et restent la clé pour obtenir salut, paix et bonheur, tu te retrouves avec une série qui parle au premier abord plutôt correctement de la notion de pardon, de rédemption et de lutte contre l'injustice et la discrimination, mais quand tu essayes de réfléchir un peu plus profondément sur ces sujets, ça se pète un peu la gueule et ça se sabote un petit peu tout seul. Du coup, tu te retrouves avec une série étrangement punk, rebelle, sanglante, érotique et vulgaire, mais en même temps toute douce et mignonne avec des morales raisonnables à la limite du catéchisme sur l'amour, la compassion, la paix, la compréhension mutuelle et le pouvoir de l'amitié. Genre, pour une série adulte, c'est étrangement choupi enfantin en vrai. Entre les morales apprises, les chansons façon Broadway et Disney, Charlie qui est elle-même une princesse Disney en enfer, le casting composé de mascottes marketable colorés et attrayants, et la bonhomie et délicatesse du dessin qui, en dépit des yeux méchants et dents pointus, dépareille pas trop d'un cartoon Nickelodeon ou Cartoon Network. Excusez-moi, mais quand je regarde Hazbin Hotel, j'ai l'impression de voir Mon Petit Poney L'Amitié c'est magique, mais avec du cul et des gros mots. Genre, dans la saison 2, le scénario avance parce que Lucifer, un ange surpuissant, immortel, existant depuis la nuit des temps, se fait avoir par le méchant qui imite la voix de sa fille, l'amène à marcher sur une grosse croix et tombe dans un piège évident où il sert de batterie pour un gros canon laser. Comment vous voulez après ça que je prenne cette série au sérieux? C'est du Bibi Coyote? C'est du Bugs Bunny? D'ailleurs, gros spoiler pour la fin de la saison 2, passez ce timecode ici présent, pour empêcher le canon laser de Marvin le Martien d'exploser et tuer tout le monde, Charlie, ses amis, les anges et les Overlords forment un grand cercle et chantent une chanson sur l'espoir et l'union en lançant des rayons magiques de bisounours. C'est trop mignon! Et c'est trop marrant. Comme je suis un gros naïf qui aime la guimauve et les comédies musicales sucrées, j'étais investi émotionnellement. J'étais content que la vision du monde idéaliste de Charlie triomphe. J'ai trouvé ça adorable. Mais c'est trop hallucinant comment c'est dans la même série qui te parle d'intrigues, de complots, de massacres, de guerres, et qu'il y a des combats mortels d'animé battle shonen, des cannibales, j'insiste, et une grosse mythe qui pratique l'exploitation sexuelle et la prostitution forcée. Grosse mythe qui d'ailleurs participe aussi au moment bisounours. C'est une série adulte qui demande à être appréciée avec un cœur d'enfant, en fait. C'est pas une démarche idiote, mais les ruptures de ton peuvent surprendre, et on comprend pourquoi il y en a qui arrivent pas à prendre ça au sérieux. Ça et l'écriture.
Pareil, je mets ces éléments ensemble parce qu'ils sont souvent associés dans les discussions entre les fans et les haters. Avoir un monde cohérent et vraisemblable avec des règles très solides et consistantes, ça veut pas dire pour autant que ton histoire est intéressante et résonnera avec les gens. A l'inverse, une histoire engageante et touchante peut totalement fonctionner au sein d'un monde sans grande logique, au fonctionnement qui tient un peu du rêve ou qui présente quelques facilités. Genre La Belle et la Bête, on s'en fout que certains objets animés sont des êtres vivants et d'autres non, ça participe à l'esthétique globale de la romance féerique au centre des enjeux. Dans Star Wars, on s'en fout que c'est bizarre que l'étoile noire a un aussi petit trou d'aération alors que ce truc fait la largeur du Portugal. On est surtout concentré sur le parcours spirituel de Luke Skywalker, devant se fier à ses sens et son instinct pour devenir le héros qu'il aspire à être. Le spectateur pardonne facilement quelques légères entorses et raccourcis scénaristiques par-ci par-là, avec modération bien sûr, tant que les autres éléments de l'histoire fonctionnent, comme par exemple l'intérêt de l'intrigue, le parcours émotionnel des personnages, la qualité des dialogues, le sens de l'humour ou la beauté du cadre. Mais avec Hazbin Hotel, à en croire les détracteurs, on n'aurait ni l'un ni l'autre. C'est mal écrit, c'est pas drôle, et en plus c'est illogique et incohérent. Est-ce un jugement trop sévère ou y a-t-il une base de vérité ? Eh bien, j'aime sincèrement la série, vraiment. Il y a des qualités à l'histoire, mais je comprends un peu d'où viennent certaines remarques. Déjà, faut comprendre que la série, bien qu'indépendante à la base, a quand même dû faire des compromis en termes de vision. Yves Zipop a déclaré publiquement qu'au moment où la société de production A24 a récupéré la série suite à son pilote, il n'y avait pas encore de distributeur prêt à payer encore plus d'argent pour diffuser cette série. Donc, en partant du principe que les fonds de production seront limités, cette série, imaginée pour avoir 22 épisodes, a dû se limiter à 8. Pire encore, comme il n'y avait pas de garantie pour une saison 2, il fallait caser un maximum d'idées dans la saison 1. C'est un truc qui arrive souvent malheureusement avec les séries en streaming sur Netflix et compagnie, la peur de s'arrêter dès la saison 1 ou 2 pour diverses raisons. Genre renégociation de salaire, produire de nouveaux projets plutôt que de rallonger une série préexistante, un algorithme qui a dit que les scores d'audience ne sont pas suffisants, ce genre de choses. L'algorithme a détecté que la série ne ciblait pas les bonnes communautés de goût. Les communautés de goût ? Ça fait à peine 12 heures que la série est diffusée. Je sais pas, attendez de voir ce que donne le bouche à oreille. Oh, l'algorithme prend en compte le bouche à oreille. Le pire, c'est que là où certaines séries de 8 ou 10 épisodes ont au moins environ 1 heure par épisode, ceux d'Hazbin Hotel ne font qu'environ 20 minutes, comme à la télé traditionnelle. Vous allez me dire, pourquoi ça fait pas 40 à 50 minutes comme Invincible, aussi diffusé sur Prime Video ? Premièrement, parce qu'Invincible, c'est une adaptation d'un comic book de super-héros à succès, par l'auteur de Walking Dead, et produit par la star hollywoodienne Seth Rogen à travers sa boîte de production Point Grey Pictures, derrière The Boys et le film Tortue Ninja de 2023. Deuxièmement, j'aime beaucoup cette série, j'en ai du bien sur ma chaîne, mais juste regardez la gueule d'un épisode normal d'Invincible et comparez avec Hazbin Hotel, c'est pas le même niveau de finition, détail et complexité en termes d'animation, décor et personnages. Tout ça pour dire que Hazbin Hotel avait énormément raconté avec très peu de temps alloué, et on va pas se mentir, ça se sent. Clairement, comme Mon Petit Poney, cette série se prédestinait à développer ses personnages et leurs interactions dans des situations de vie quotidienne rigolotes pour apprendre à mieux les connaître et rendre leurs liens crédibles avant de les propulser dans des intrigues à base de mensonges, complots et de comptes à rebours avant une guerre. Tu mets pas une meuf naïve, une meuf sérieuse, un chaud lapin drogué et d'autres personnages loufoques dans un cadre aussi délimité qu'un hôtel pour pas faire des trucs de sitcom avec. Comme Cheers, qui se passe essentiellement dans un bar, Community, qui se passe essentiellement dans une fac, ou Big Bang Theory, qui, comme Hazbin, se passe essentiellement en enfer. C'est tellement grave que c'est plus facile de comprendre l'univers de l'histoire, d'où viennent les personnages, comment ils se sont rencontrés et pourquoi c'est un hôtel, si tu regardes le pilote sur YouTube avant l'épisode 1 sur Prime Video. 'Cause hotels are for people passing through temporarily. Et ce, malgré le fait qu'il n'y a pas de sous-titres, que c'est plus tout à fait le même style graphique, et qu'il n'y a même plus les mêmes acteurs. Je pense sincèrement qu'un remake du pilote sous forme d'épisode 0 serait pas du luxe pour unifier tout ça. Un des meilleurs exemples du rythme trop speed de la série, c'est l'épisode 3 de la saison 1. Le scénario A, c'est Charlie et Vaggie devant faire des exercices de confiance pour les résidents de l'hôtel. Scénario B, on suit Alastor dans un meeting des Overlords, on voit des tensions entre les jeunes seigneurs et les anciens, et comment l'un d'eux a tué un ange. Les deux scénarios sont liés par les œufs de Serpentius qui ont assisté au meeting et relayé les infos importantes à leur maître. Scénario A, scénario B lié à la fin, structure classique de cartoon américain qui fonctionne bien, sauf que dans le scénario A, l'épreuve ultime où les résidents de l'hôtel apprennent à devenir bons amis et se faire confiance, a été traité comme un gag hors champ.
Au lieu de montrer visuellement comment cette confiance a été construite sur le champ de bataille, on se concentre sur une chanson montrant à quel point cette meuf veut protéger sa copine et cette autre meuf veut protéger ses filles du massacre perpétré par les anges. Quelle mère admirable, n'empêche, j'ai vraiment envie de mieux connaître ces filles pour ressentir leur amour filial et elles apparaissent pendant 20 secondes étalées sur 3 épisodes à travers les 2 saisons pour l'équivalent de 4 lignes de dialogue. C'est pas des personnages, c'est des anecdotes en bas de page Wikipédia. La série a malheureusement un problème avec la notion de show don't tell, ou montrer au lieu de raconter en anglais. Souvent, ça montre très vite et très peu, ou alors ça récite juste à haute voix les informations sans vraiment les montrer ou les faire sentir. La série nous dit que les résidents sont devenus bons amis à l'épisode 3, sans nous montrer vraiment comment ils le sont devenus. La série nous dit à quel point Carmilla aime ses filles, mais au lieu de dédier entièrement la chanson sur cet amour et montrer des visuels d'elle vivant des moments de joie et de tristesse avec sa progéniture, elle est juste dans son bureau, à les prendre dans ses bras et doit en plus partager la chanson avec Vaggie. Même problème dans l'épisode 5, on a une chanson pour introduire Lucifer, le père de Charlie. On définit sa relation avec sa fille sous l'angle de l'incertitude et de la jalousie, à travers une chanson où lui et Alastor s'affrontent pour gagner les faveurs de Charlie. Mais à la fin, la chanson se fait interrompre par un espèce de gobelin de cabaret nommé Mimsy, qui est là pour expliquer à quel point Alastor est fort et effrayant, et puis elle disparaît. À ce jour, après 2 saisons, elle n'est jamais revenue. Ok, merci. Justement, parlons d'Alastor, qui est censé être un des Overlords les plus puissants et effrayants existants. Le pilote nous dit qu'il est super fort. Dans l'épisode 3, les passants dans la rue flippent leur mère en le voyant, lui et Zestial, pour suggérer qu'il est super fort. Mimsy, dans l'épisode 5, dit qu'il est super fort. Mais quand, dans l'épisode final de la saison 1, c'est la guerre contre les anges et la série passe de comédie musicale alternant entre drame et humour à... Dragon Ball Z, Alastor se fait exploser la tronche l'odif, comme disent les fans de One Piece et Jujutsu Kaisen, insupportable sur Twitter. Alors oui, on le voit devenir géant et déchiqueter des mafieux random dans l'épisode 5, mais c'était plus du comique gore qu'un vrai combat, ça se passait au second plan pendant que Charlie et son père se disputent, et à ce stade de la série, j'avais pas vu venir en fait que ça allait devenir du Dragon Ball Z. Parce que j'ai entendu parler aussi, en faisant mes recherches très approfondies, que ce monsieur est un Dragon Ball Z. Voilà. Dragon Ball Z, vous l'avez. Pourtant, la série sait faire du bon storytelling visuel et efficace qui priorise quels personnages et relations il faut développer. L'épisode le mieux noté sur IMDb qui n'est pas un final de saison, c'est Masquerade, le 4e de la saison 1. L'épisode est entièrement dédié à Angel Dust, ses épreuves, ses problèmes d'abus et de maltraitance, ses émotions et sa relation avec les autres, en particulier Charlie et surtout Husk. Pas d'intrigue secondaire à base de guerre et de complot, l'humour et le drame s'alternent sans se marcher sur les pieds, le sujet de la maltraitance est traité avec gravité, les autres personnages aident au développement d'Angel Dust au lieu de l'interrompre, et surtout, les chansons font avancer le scénario. Elles informent sur le ressenti des personnages de façon divertissante et mémorable, et les visuels accompagnant la musique sont variés et imaginatifs en termes d'angle de caméra, montage, couleurs et imagerie. Surtout Poison, moins pour Loser Baby, mais c'est parce que la chanson est plus calme au début. C'est un très bel épisode qui m'a donné envie de continuer la série, alors que j'étais pas 100% convaincu par les 3 premiers. Pour moi, c'est une réussite narrative. Il existe un monde parallèle où Spindle Horse, la boîte de Vives Hip-Hop, a pu obtenir ses 22 épisodes au lieu de 8, et chaque personnage aurait eu son épisode entièrement dédié, du même genre que Masquerade. Des épisodes autonomes comme celui-ci, et d'autres feuilletonnants mettant l'accent sur le fil rouge principal auraient pu s'enchaîner, chacun leur tour, mais à la place, ils sont obligés de se mélanger, de se compresser par faute de temps. Mais parfois, Has-Been arrive à recapturer cette magie de l'épisode 4. Même dans la saison 2, où c'est principalement intrigue sur intrigue sur intrigue avec peu de temps pour respirer, la série sait faire, par moments, du storytelling efficace sans trop de concessions sur ses personnages et leurs motivations. C'est un tout petit peu aidé par le fait que malgré la limite de 8 épisodes maintenus, ils font 3 à 4 minutes de plus, voire même 13 minutes de plus pour le final qui fait presque 40 minutes. Par contre, pour la logique interne et le world building, j'ai pas de propos modérés dans les 2 saisons, c'est juste un peu claqué au sol. Cette série, en fait, elle a pas d'entre-deux. Soit elle explique trop, soit elle explique pas assez, et parfois quand elle explique un truc, elle se contredit 2 épisodes plus tard. Tout l'enjeu de la saison 1, c'est que les démons n'arrivent pas à tuer les anges, ils paraissent invincibles. Sauf qu'un seigneur, Carmilla, a découvert le secret, il faut utiliser leurs propres armes en métal angélique contre eux. Et elle révèle ça à qui ? À Vaggie, qui est elle-même une ange. Mais elle savait pas.
Avant d'apprendre ce que j'avais fait, est-ce que tu savais qu'on pouvait blesser les anges? Non. Vraiment? Vraiment, Vaggy? Tu savais pas? Les ordures comme toi n'ont pas leur place au paradis. Mais attends, là, elle a arraché une aile à Manu, on est d'accord? Bon, bah, peut-être que le gant est en métal angélique aussi, hein, voilà. Donc ok, bon, la règle est établie, il suffit de la respecter. Quel poète! Ok, alors je sais pas pourquoi Alastor se bat sans métal angélique, je pensais qu'il était intelligent, mais bon. N'oublie pas qu'ici tu es chez moi, mon chat merde. Ok, c'est un ange, un puissant archange même, donc peut-être que la règle, c'est que les anges peuvent se tuer entre eux sans métal aussi. Putain de merde, mais c'est quoi ça? Ok, Charlie est la fille d'un archange, donc la règle se maintient. Et voilà, vous avez tout niqué, c'est n'importe quoi maintenant. Le caillou, il est fait en métal angélique aussi. Donc la règle, en vrai, c'est les anges sont invincibles, sauf au contact du métal angélique, d'autres anges, et juste les règles normales de la physique. En restant sur les anges, spoiler de la saison 2, attention, l'un des enjeux, c'est prouver que la rédemption fonctionne. En effet, Sir Penchos, en faisant un sacrifice héroïque, est le premier pécheur à franchir le paradis. Le prouver empêchera qu'une dictature par le Seigneur Vox se mette en place, menant vers une guerre contre le paradis. Ok, facile, les anges peuvent voyager entre les deux mondes grâce à un portail, ils n'ont qu'à ramener Penchos avec eux et... Non, je crois que ce n'est pas possible. Ok, pourquoi? Charlie, il faut que je prévienne Charlie pour ta rédemption et pour ça, et tout le reste. Je reviens tout de suite. Attends, s'il te plaît, est-ce que je peux le voir, mes amis? Pourquoi tu me fais ça, Sbinotel? J'essaye de t'aimer. Je crois qu'aucun d'entre nous ne sait comment ça fonctionne. Bon, après, peut-être que d'ici la fin de la série, j'aurai une explication. Ils expliquent jamais, il n'y a pas une seule fois. Je suppose que seuls les anges peuvent voyager d'un monde à l'autre, comme on le voit plusieurs fois, et vu qu'ils n'amènent jamais de non-anges avec eux. Mais ça, c'est le canon que je me suis fait dans ma tête. La série n'a rien montré de tel dans les faits. Juste dire 2 secondes, désolé, c'est impossible pour les non-anges d'emprunter le portail ou montrer un gag visuel de Penchos qui essaye de sauter dans un portail avant de se viander, bah ça aurait tout réglé pourtant. Aussi, le final de la saison 2, c'est toute une opération à la Ocean's 11 où ils essayent de capter le signal du paradis pour transmettre des images de Penchos sur les télés de l'enfer. Ça, tu vois, ils prennent bien le temps de l'expliquer. Mais pourquoi se faire chier avec ça alors que les cassettes VHS, ça existe dans ce monde? Un ange pouvait pas venir avec une caméra et enregistrer, ou alors il y a peut-être une douane cosmique qui confisque tous les objets importés d'un monde vers l'autre. Vos papiers, s'il vous plaît. Et si seuls les anges peuvent voyager entre les mondes, pourquoi ils ont peur de se faire envahir? Y a que des cons au paradis, ou alors c'est les démons qui sont débiles à croire qu'une invasion était possible, ou alors il y a peut-être une façon d'y aller qui nécessite pas le portail, et je vous promets, je suis pas en train de faire mon nerd pédant et pointueux du style mais pourquoi, dans le Seigneur des Anneaux, ils vont pas au Mordor à dos d'aigle géant? Je sais qu'à un moment, un spectateur ou lecteur peut déduire les choix dans la narration en se basant sur des éléments présentés d'un univers, genre l'œil géant de Sauron, ou les Nazgûl sur leur monstre ailé. Mais là, on parle d'éléments centraux de l'histoire, déterminant le déroulement de l'intrigue et l'envergure des obstacles à franchir, qui auraient pu être clarifiés en 2 mots. Si c'était juste une sitcom trash sans prise de tête, j'aurais rien dit. Si c'était juste une comédie musicale féerique à la Disney qui marche à coups de symboles, de métaphores et d'onérisme, j'aurais rien dit. Mais parfois, cette série cherche aussi à être un vrai drame poignant sur des âmes torturées, cherchant la rédemption, ou même un animé d'action, aventure, fantasy, baston, horreur violent, avec des ennemis mortels, des manigances et des conséquences graves. Et là, pour beaucoup d'individus, on n'est plus tout à fait sur les mêmes critères de jugement d'une histoire. Je finis sur un dernier exemple, moins grave. Dans la saison 2, Alastor essaye de gagner en puissance, mais il est limité par son pacte avec le Seigneur Rosie, stipulant qu'il peut seulement être le plus puissant pêcheur de l'enfer. Honnêtement, vous pouvez regarder le reste de la saison en ignorant ce détail et passer un bon moment quand même. Mais pour moi, un truc m'a titillé. Pourquoi cette distinction entre pêcheur et démon? Est-ce que c'est 2 trucs foncièrement différents? Ça sous-entend alors qu'Alastor est un pêcheur, mais peut-être pas Rosie, expliquant son ascendant sur lui. Pour le coup, c'est un petit peu discret, mais c'est une révélation qui suggère aux spectateurs qu'il y a différents types d'habitants de l'enfer. En fait, il y a 2 genres de démons, les pêcheurs, sinners, qui sont des âmes d'humains devenus démoniaques, et les natifs, hellborn, des races qui sont nées en enfer.
Saurez-vous distinguer un pêcheur et un Hellborn dans l'image ici présent? Oui? Cela? Félicitations, vous êtes tombé dans mon piège. Vous avez choisi des personnages de Hell of a Boss, le spin-off de Has-Been Hotel. Personne, je peux garantir que personne qui a juste vu Has-Been Hotel et rien d'autre peut faire la différence. Il faut soit avoir vu Hell of a Boss, soit faire ses devoirs sur un fan wiki, soit visiter régulièrement les réseaux sociaux et les podcasts de Vive Zip-Hop et ses Vive Zip-Hot. Ok, alors j'adore aller sur des wikis pour le fun, mais ça devrait pas servir de substitut aux infos que l'histoire devrait véhiculer elle-même. Je veux dire, vous me prenez pour qui? Un fan de Ruby et Harry Potter? Donc oui, parfois, Has-Been Hotel peut véhiculer une information de façon discrète mais efficace, mais s'il y a besoin d'aller sur une bible d'informations pour clarifier et compléter ce qui manque, c'est que la série devrait parfois, peut-être, être un tout petit peu plus claire. Je ne me souviens plus où j'ai lu ça, mais un jour, quelqu'un a dit quelque chose de ce goût-là. Être enfant, c'est croire que si quelque chose a du succès, c'est que c'est bien. Être ado, c'est se rendre compte que succès ne signifie pas pour autant qualité. Mais être adulte, c'est constater qu'il y a toujours des raisons compréhensibles et des paramètres mesurables derrière un succès, même pour quelque chose qu'on estime soi-même de basse qualité. C'est surtout vrai pour la fiction, je trouve. Et non, on peut pas juste s'arrêter à « Ah, bah c'est grâce au marketing ou parce que les gens ont pas de goût ». À en croire les haters, Has-Been Hotel est l'une des pires séries jamais faites. Un torchon d'imbécilité vulgose à la morale douteuse fait par des incompétents et sans intérêt artistique. Je peux pas dire ça. Je peux pas dire non plus que c'est la meilleure série du monde. J'ai admis dans la vidéo qu'il y a des problèmes, mais je sais pourquoi je continue de voir cette série. En dépit de tous ses défauts, il y a quelque chose dans Has-Been Hotel qui titille certaines de mes sensibilités et qui résonne carrément avec le cœur de millions de gens passionnés. Le chara-design est facile à décortiquer et déconstruire, mais aussi à imiter, réassembler et se réapproprier. Là où certains y voient de l'uniformité et de la répétition, d'autres y voient de la consistance, de la cohérence et suffisamment d'éléments identifiables tout en permettant de la variété. Les étapes de la grande intrigue s'enchaînent parfois péniblement en laissant des trous au lieu d'explications, mais les petites histoires personnelles savent être touchantes et véhiculer des émotions avec fluidité. Le monde semble parfois illogique et incohérent, mais c'est en partie parce qu'il a tellement à offrir que la série seule n'a pas le temps de tout montrer en 8 épisodes. Là où certains trouvent sa vulgarité néfaste à son appréciation, d'autres apprécient le contraste entre la beauté de son animation et ses chansons, avec la grossièreté totalement assumée de son langage, stimulant l'ado rebelle en eux. Là où certains voient des propos maladroits sur la communauté LGBT et les injustices du vrai monde, d'autres se plongent dans ce monde fictionnel en s'engageant émotionnellement à voir des êtres profondément teintés et faillibles avoir une seconde chance. Après tout, Jésus a dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Parce que c'est vrai ça. Pourquoi donner une chance de rédemption à quelqu'un qui n'a déjà rien à se reprocher ? Et est-ce qu'on pourrait pas appliquer aussi cette mentalité à nos histoires? Has-Been Hotel est très imparfait, mais il a les qualités de ses défauts. En dépit de tout, il se démarque clairement de la majorité des cartoons américains pour adultes. Les adultes, aussi impurs soient-ils, même après avoir perdu l'innocence de la jeunesse, ont le droit d'avoir un conte de fées musical à leur image. C'est peut-être une idée très enfantine d'être adulte, mais c'est le privilège de l'adulte de se permettre parfois de redevenir un enfant qui a poussé son premier rire coupable en entendant le mot cul loin de la surveillance de ses parents. Has-Been Hotel, t'as beaucoup de problèmes, mais je te pardonne. Et je sais que t'as du potentiel. Enfin bon, je suis qu'un mec sur internet, sur YouTube, on s'en fout de mon avis, que je pardonne qui que ce soit. On va pas faire son prétentieux. T'as encore 2 à 3 saisons devant toi pour montrer ce que tu sais faire. La repentance commence maintenant. Je finirai avec un commentaire YouTube qui m'a beaucoup marqué sous ma vidéo sur la pire façon de critiquer One Piece, disant « La majorité des gens traitent une histoire comme une salade. S'il y a 1 ou 2 ingrédients qu'ils n'aiment pas, ils mettent de côté et apprécient le reste. Mais d'autres traitent tout comme une soupe. Alors s'ils n'aiment pas quelque chose, ils jettent tout. Donc vous, chers spectateurs, devant Has-Been Hotel, vous êtes plutôt team soupe ou team salade? Merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas mon live post-chronique, info ci-dessous. Merci au passage à tous mes merveilleux contributeurs Patreon, qu'ils soient d'aimables sédentaires contemporains ou de glorieux assets actuels dont j'honore les noms pour m'aider à exister en donnant 5 € au plus. Et spéciale dédicace à Solobodor qui a son nom glorieux mentionné de vive voix pour son soutien de 10 €. Un énorme merci pour ta générosité et pour ceux qui veulent faire vivre ma chaîne, lien du Patreon dans la description avec bonus et vidéos exclusives à la clé. Continuez à manger de la salade au paradis de l'enfer et à très bientôt
pour de nouvelles chroniques.